La masure de l'Antoine. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent et s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Jacques Brel. Dans la cour désertée par la volaille, déjà blanchie, comme le visage d'un vieillard mal rasé par quelques touffes d'herbe gelée poussant éparses entre les sillons creusés jadis par le tracteur, le taxi attend. Emprisonné à son anneau de ferraille déformé, abandonné, serpent dérisoire d'acier qui n'effraie plus personne, la chaîne du chien se tord sur le sol. Cela fait longtemps que Braco, le chien, repose au fond du jardin, montant fidèlement la garde sur des rangées de salades qui n'en finissent plus de monter et sur des tuteurs de tomates qui l'un après l'autre s'effondrent. Kéké, le chauffeur du village, l'homme taxi, l'ambulancier, l'homme du ramassage scolaire, barbu et ricolard, donnant toujours l'impression d'avoir quelques canons dans le nez, baisse pudiquement les yeux. Il ne veut pas être le seul témoin des adieux de l'Antoine à Saint-Masure. Il ne veut pas voir les larmes couler sur le visage frupé, buriné et un peu crasseux du vieux. Il ne veut pas être le colporteur d'histoire. Et pourtant, il sait. Demain, dans le café chez la Miche, en face de la mairie, le pastis aidant, il racontera l'anecdote irrésistible du papé Antoine fermant pour une dernière fois la porte de bois vermoulu et massif de sa vieille ferme presque en ruine. Il imitera la main tremblante du vieux, accrochant avec cérémonie la clé sur l'antique clou rouillé planté sur le chambranle de la porte. Il y aura des moqueries, des commentaires. Pour faire rire plus fort encore l'assistance avinée suspendue à ses lèvres, il inventera 2 ou 3 détails saugrenus. La veste étriquée, le pantalon déchiré. Tous lèveront leur verre à la santé du Toine. Sacré vieux bonhomme, tu nous manques déjà. On évoquera l'existence du Toine. Son caractère pas toujours facile de vieux bonhomme solitaire. Sa générosité, son penchant pour le bon vin, ses colères, ses talents de danseur. Quittant exceptionnellement son isolement, il ne loupait jamais les fêtes du village. Minouche, la secrétaire de mairie, celle qui boit le jaune comme l'homme, disait Toine, racontera cette nuit du 14 juillet quand le vieux lui avait fait danser la valse musette jusqu'au bout de la nuit. Il était heureux et fier de pouvoir tenir ce beau brin de fille dans ses bras. Vers 1 heure du matin, Thomas s'était approché de l'étrange couple. « Vous me prêtez un peu ma femme, Antoine, que moi aussi je puisse l'inviter à danser. » Gravement, Antoine avait souri. Avec tendresse, il avait placé la main de la jeune femme dans celle du garçon. « Amusez-vous, les jeunes. Et toi, Tom, prends soin d'elle. Une femme qui t'aime, c'est le plus précieux des trésors. Dis-lui que tu tiens à elle. N'attends pas qu'elle soit partie. » Tous avaient ri, se moquant gentiment du Toine, inventant même une rumeur d'histoire d'amour entre le vieux paysan et sa filleule. Minouche avait compris le message. Elle s'apprêtait à quitter son mari. Le Toine l'avait senti. Il était comme ça, le Toine. Il savait les gens. Kéké porte un doigt hésitant sur le potard de l'autoradio, puis suspend son geste, refusant d'imposer au silence ouaté de ce matin d'hiver le crin-crin nasillard des succès à la mode. Pour se donner une contenance, il allume une cigarette, avale sans y trouver une parcelle de plaisir une volute de fumée qu'il recrache aussitôt. Et il frissonne malgré sa doudoune de montagnard. Mais le froid qui peu à peu prend possession de la cabine n'est pas seul en cause. Il ressent un semblant de peur, panique, face à sa propre impuissance devant le désespoir du vieux. Que doit-il faire? L'aider? L'encourager?
le presser, le consoler, ou tout simplement ne rien dire, laisser le silence, la terre, les pierres et le vieil homme communiquer une dernière fois. Il décide d'attendre encore une brassée de minutes. On ne quitte pas une maison, une terre, une exploitation, après plus de 70 ans de vie commune sans verser une rasade de larmes. On ne quitte pas une maison dans laquelle on est né, dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a ri et pleuré, dans laquelle on a chanté le soir des noces, dans laquelle on a prié le jour des funérailles, sans prendre le temps de se rappeler. On ne quitte pas une maison dans laquelle on s'est enivré, dans laquelle on a souffert, dans laquelle on a fait l'amour pour la première fois, dans laquelle on a aimé pour la dernière fois, sans maudire les sangs qui cassent. On ne quitte pas une maison dans laquelle enfin, un matin, devant la glace écaillée, on s'est aperçu qu'il était temps de partir, d'abandonner la bicoque, de la confier au vent, au gel, au froid, sans avoir l'impression de laisser la plus grosse partie de soi-même qui se résume en un seul mot, la vie. Il n'y a pas d'héritier, pas de repreneur. Les souris et autres bestiaux à antennes s'en donneront à cœur joie. Les moineaux nicheront dans les toits. Et puis, après sa mort, de lointains neveux qu'il ne connaît pas vendront son bien à quelques citadins. Ils sont légion dans la région. Le Toine se tient debout, immobile, face à ces terres aujourd'hui en friche. 6 malheureux hectares qui ont bu jusqu'à la lie son sang, sa sueur et parfois ses larmes, pendant tant d'années qu'il ne parvient même plus à les compter. Le blé versé, le foin mouillé, le veau crevé, la mamie gangréneuse qui attaque toujours le pis de la meilleure vache, l'eau qui inonde les terres, emportant les cultures et les espoirs, la sécheresse qui momifie les bêtes, la nature et les cœurs. Il pense à tout cela. Il se raconte sa vie. Une vie de combat, une vie de lutte pacifique, une vie de bataille parfois gagnée, parfois perdue, une vie de défis relancés chaque année à la phase des saisons. Une vie de paysan, quoi, avec ce qu'elle comporte de joie et de peine. De sa démarche raide, un peu comique, le Toine, ignorant le taxi, traverse la cour. Il s'approche de la remise dont le toit, depuis longtemps déjà, menace de s'écrouler. Mauvaise boîte charpente, marmonne le vieux, acheté tout débité dans une scierie. Taillé dans des troncs pissant la résine et les coupé à la mauvaise lune. La palisance de charpente, elle ne me suffira point. Le tracteur n'est plus à sa place, rangé sagement sous la mezzanine à foin entre le grain des poules et le granulé des cochons. Encore un compagnon dont il a dû se séparer. Il l'avait acheté 15 ans plus tôt au père Guirpillon qui prenait sa retraite. C'était pas difficile de s'en souvenir, en 75. L'année où sa femme, cette bonne Maryse, l'avait définitivement quitté pour rejoindre les parents au cimetière du village, là-haut, sur les crêtes, juste à côté de la vieille chapelle. Là-haut, elle avait si souvent prié pour le repos de son âme et pour le rachat des péchés de son incroyante mari. Son tracteur. Ce n'était pas une de ces machines qu'ils font maintenant, avec les 4 roues motrices, comme ils disent les jeunes, avec une cabine où il y a même la TSF. Non, c'était un vieux Porsche de 56, tout rouillé, avec par-ci par-là quelques taches de peinture orange témoignant qu'il avait été neuf. Un jour, un monocylindre de 14 chevaux, de 14 mules fatiguées comme aimait blaguer Jean, l'ancien maire, les vieilles amies disparues. Vivre longtemps, c'est compter ceux qui partent. Quand les doigts de la main ne suffisent plus, il est grand temps de les rejoindre. Son bon vieux tracteur, son Tagazou, comme il l'avait surnommé. Quand il lançait le moteur, une fumée noire et lourde envahissait la remise puis toute la cour.
On pouvait entendre nettement le chant cadencé du cylindre jusqu'au bourg, situé à 600 mètres en contrebas derrière le bois d'acacia. Sur la route nouvelle, en vitesse rapide, la manette manuelle d'accélération tirée à fond, il ne devait guère dépasser les 8 km/h. Souvent, les gamins du village, juchés sur leur bicyclette, le dépassaient en riant, faisant les pitres, hurlant des colibés moqueurs afin de couvrir le tumulte du moteur, mais le gratifiant au passage d'un signe amical de la main. Dans ce village, si on aime plaisanter les anciens, on sait également les respecter et surtout les aimer. Chaque année, pour les fêtes de Noël, les vieux ont droit au colis des anciens et une initiative du comité des fêtes. Un sac en plastique blanc contenant non pas un trésor, non pas un cadeau d'inutile valeur, mais le témoignage d'une amitié toute simple, agréable comme la tendresse d'un regard. Une bouteille de rouge, un paquet de gâteaux, une boîte de conserve, des papillotes, du chocolat. Le témoignage d'une bande de jeunes qui, en ces périodes de festivités, avaient décidé de ne pas penser qu'à eux en préparant ce cadeau, bien sûr, mais surtout en offrant leur présence quand ils l'amenaient à 2 ou 3. Vous prendrez bien un canon, une gnôle, juste une chouille. Refait, ne vous gênez pas. Tiens, mon gars, à reprendre ce gâteau, il est ben bon. Il n'osait refuser. Il restait un quart d'heure, 20 minutes, parfois plus. Une tranche de bonheur pour le vieux bonhomme isolé. Le Toine a un sourire. Pas un sourire de joie, bien sûr. L'un de ces sourires qui vous arrache des larmes ou qui vous fait rire quand il vous est adressé par un vieil édenté au visage décharné que vous croisez sur le chemin tortueux des terres, portant sur l'épaule une fourche, une pelle ou tout simplement une canne. L'un de ces méchants bouts de bois taillés dans une branche de noisetier, patinés par le temps et par l'empreinte des mains calleuses. À regret, le vieil homme quitte la remise, salue le chat qui hante encore les lieux, ajuste son béret, essuie une goutte de froidure qui perle sur son nez, puis, à pas compter, s'approche du taxi. Kéké regarde sa montre. Presque 14 heures. À 16h30, il doit récupérer les gamins à la sortie de l'école et l'hospice est à 20 bornes. Il est temps de partir. Il voit le dos gris et voûté du Toine devant la remise. Il imagine les cohortes de souvenirs qui se bousculent. Il hésite. Enfin, il se décide. Ouvrant la portière de l'auto, il met un pied à terre. Aussitôt, il aperçoit la valise posée près du coffre qui attend sagement son maître. Une vieille valise de cuir marron, très fatiguée, qui abrite sans doute quelques objets dépassés, des vêtements raides et usés. C'est drôle qu'une vie entière puisse tenir dans une valise. Le costume du dimanche, celui que l'on met pour aller au café, à la sortie de l'église, même si on ne va pas souvent écouter le curé. La photo sous verre des parents, le jour des noces. Celle de la Maryse en jeune mariée, fraîche comme un coquelicot des champs, regard souriant, à la bouche aimante. Comme elle était belle, Maryse. Comme il l'a aimé, le Toine. Comme il a pleuré lorsqu'elle est partie. Longtemps, il en a voulu de ne pas avoir pu lui donner le garçon qui aurait repris la ferme, et puis de toute façon, aujourd'hui les jeunes ne veulent plus s'acharner sur 6 hectares d'une terre pentue, jadis sans vigne et tout juste bonne à amuser les chèvres. Les jeunes ne veulent plus de masures sans eau courante, sans chauffage central et sans confort. Ils n'ont que faire d'une étable pouvant accueillir une dizaine de vaches seulement. Ils ne veulent plus travailler 15 heures par jour comme des forçats de la terre pour simplement survivre. Ils ne veulent plus tout ça et ils ont bougrement raison. Ils sont jeunes agriculteurs, techniciens de la terre. Ils font des études, réfléchissent scientifiquement leurs projets d'installation, analysent leurs semences, leurs rations pour les bêtes. Ils exigent une maison neuve et blanche, comme dans les villes, à proximité des bâtiments d'exploitation, mais pas trop près, à cause des mouches et des odeurs.
Il possède 30 à 40 vaches, une machine à traire, un tank à lait, 2 tracteurs, des dizaines d'hectares à cultiver, une banque pour gérer leurs revenus, une coopérative pour vendre leurs produits, un syndicat pour les défendre, un ministère pour les exploiter, et du matériel, de l'argent, tellement d'argent. Comment vont-ils rembourser tout ça? Ils ne sont plus agriculteurs libres, ils sont salariés des banquiers. C'est mieux ainsi, va. La Maryse dort en paix. Ce fils que tu aurais pu lui donner, il serait parti, lui aussi, en méprisant sa ferme, celle de son père, de son grand-père. Pire ça aurait été. Kéké soulève la valise. Elle n'est pas lourde. Il la range dans le coffre puis se retourne. Le Toine le rejoint de sa démarche hésitante, un peu boiteuse. Faut y aller, papé Antoine. On doit vous attendre. Je vous ramènerai ici, chez vous, quand vous voudrez. Le dimanche, par exemple. Et je ne vous ferai pas payer la course. Le Toine secoue doucement la tête. Un garçon de cœur, ce Kéké. Mais trop brave quand ça ressemble à de la pitié. Ça fait mal quelque part du côté de la fierté. T'es gentil, Kéké. T'es ben gentil. Mais faut pas. Je parle pour plus revenir. Parce que je sais que si je revenais un jour, je pourrais plus repartir. Ouvre-moi la porte que je monte dans ton auto. Si je peux te demander seulement de passer ici parfois, pour voir si tout va bien. Si... Oui, s'inquiète le jeune homme. Non, rien de tout. Il n'y a plus de bêtes à penser, plus de salade à arroser, plus de blé à surveiller. Il n'y a plus rien du tout, Kéké. Il n'y a plus rien de ma vie ici. La porte claque. La voiture démarre puis lentement quitte la cour. Le Toine, les dents serrées, le visage collé sur la vitre arrière, regarde sa maison s'éloigner. Il a un geste d'adieu de la main. Dans le rétroviseur, Kéké voit les larmes couler sur le vieux visage. Jamais il ne raconta cette histoire. Jamais il ne se moqua. Il aurait eu trop honte, parce que lui aussi pleurait.